C'est une ville à l'est de la France avec une identité et une histoire particulières. Tantôt française, tantôt allemande, puis à nouveau française, c'est dans ce berceau historique que s'est créée la page européenne de son histoire. Bienvenue à Strasbourg. L'histoire et le développement de la ville est étroitement lié avec son fleuve, le Rhin. Ce fleuve qui coule non loin du centre-ville a su façonner et dompter les Strasbourgeois. Car depuis, la ville s'est étendue jusqu'au rivage et ainsi, plusieurs ponts enjambant le Rhin ont vu le jour. Qu'il s'agisse du train, de la voiture, du tramway ou de piétons et cyclistes, tous les moyens de transport sont accessibles sur ces édifices. Dès 1936, avant même toute construction européenne, le pont ferroviaire est apparu, suivi en 1960 par le pont routier de l'Europe. 42 ans plus tard, en 2002, un deuxième pont routier, le pont Pflimlin, voit le jour. 2 ans après, la passerelle des deux rives, permettant aux piétons d'enjamber les deux frontières, est construite. Enfin, en 2017, le pont permettant à la ligne D du tramway de relier Strasbourg à Kiel vient compléter ce passage qui lie la ville à l'Allemagne. Pour réguler le flot de bateaux sur le Rhin, une organisation internationale a été créée en 1815, représentant les prémices d'une union d'États. Fondée par les actes finaux du Congrès de Vienne, c'est plus de 200 ans d'activité sur le Rhin. C'est la plus ancienne organisation internationale à ce jour. On y trouve 5 États membres, la France, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas. Mais elle a également compté d'autres États tels que la Grande-Bretagne, l'Italie ou encore les États-Unis. Son objectif, assurer une liberté de navigation sur le Rhin, la prospérité et la sécurité par le biais de réglementations variées. À la CCNR, chaque État dispose d'une voix et les décisions sont prises à l'unanimité. Alors, on se trouve ici dans la salle d'audience, la salle de réunion, qu'on appelle également grande salle. C'est ici que se tiennent la majorité des réunions de la CCNR. On a aussi, depuis quelques années, d'autres comités qui siègent ici. On a notamment une convention qui traite de la gestion des déchets sur le Rhin, qui s'appelle la CDNI, qui a également ses réunions ici, et dont le secrétariat est assuré par le secrétariat de la CCNR. Et depuis 2015, un comité européen pour l'élaboration de standards a également été créé. Ce comité européen comprend les États membres de la CCNR et les États membres de l'Union européenne. Donc il y a différentes réunions de comités, de groupes de travail, et ensuite il y a les réunions plénières où sont adoptées les décisions. Au total, on a à peu près une centaine de réunions par an dans ces salles. La CCNR n'avait pas toujours son siège à Strasbourg, elle l'a d'abord eu en Allemagne, à Mayence et à Mannheim. Et elle est arrivée à Strasbourg en 1920, suite à la Première Guerre mondiale, et en vertu du traité de Versailles, qui a défini que l'organisation et son siège devaient être déplacés en France, à Strasbourg. Il se trouve que le palais du Rhin, qui est l'ancien palais impérial, était vide à ce moment-là, et il a donc été décidé que la CCNR siégerait ici, dans ce bâtiment. Elle a également donné le nom de Palais du Rhin au bâtiment et est ici depuis plus de 100 ans. Situé 9 rue Brûlée, l'hôtel de ville de Strasbourg se trouve en plein cœur de la ville. Cette bâtisse ancien hôtel particulier de la famille Annoli Stenberg date du XVIIIe siècle. Ces pierres qui ont une histoire particulière ont vécu la composition de la Marseillaise jusqu'à l'hébergement de la mairie de Strasbourg. Bien qu'excentré du quartier européen de la ville, c'est pourtant dans ces salons d'honneur que s'est déroulé le premier conseil des ministres des Affaires étrangères du Conseil de l'Europe en août 1949. Il faut vous mettre à la place de la ville de Strasbourg. Au printemps 1949, elle ne sait pas qu'elle va devenir capitale européenne. Et le 5 mai 1949, par le traité de Londres, les puissances européennes occidentales qui négocient la création d'un Conseil de l'Europe aboutissent et fixent le siège de cette institution à Strasbourg. Et dans cette discussion de Londres du mois de mai 1949, eh bien, on dit que ce Conseil doit commencer ses travaux pour, au plus tard, l'automne 1949. Et donc, au début du mois d'août 1949, le Conseil de l'Europe commence ses travaux à Strasbourg.
Et quand vous êtes maire d'une ville comme celle de Strasbourg, c'était à l'époque M. Charles Frey, eh bien, il faut installer cette institution qui arrive. Et vous n'avez pas toujours, au lendemain de la guerre, les bâtiments disponibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme on a fait ailleurs aussi. Par exemple, Genève, quand ils ont eu le siège de la Société des Nations, pour l'installer, ils ont pris un temple protestant qui avait suffisamment de place, et la première assemblée s'est tenue dans ce temple. Eh bien, Strasbourg a pris les deux structures qu'on pouvait accueillir compte tenu du nombre 10 pays, ce premier Conseil de l'Europe, l'hôtel de ville ici, dans les grands salons, pour le Conseil des ministres. Quand on dit le Conseil des ministres, c'est l'organe qui décide au sein du Conseil de l'Europe, à l'unanimité. Il faut l'unanimité des membres, et les ministres qui se sont retrouvés ici ont été les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de l'Europe. Ce premier Conseil des ministres était, à l'époque, présidé par Paul-Henri Spaak, ministre belge des Affaires étrangères. Il est le premier à présider puisque la Belgique se trouve en première position dans l'ordre alphabétique, logique européenne après tout. Vous avez quelques délégations remarquables que vous pouvez voir et que je voudrais vous présenter. La délégation française est ici et vous le reconnaissez à son visage inimitable, Robert Schuman, le ministre des Affaires étrangères, que vous avez là au centre, en train de regarder un dossier qui est assisté de son chef de cabinet qui s'appelle Bernard Clapier à l'époque. Et derrière les ministres, vous avez les collaborateurs ou fonctionnaires des différents États qui sont là pour les assister pendant les différentes délibérations. Autre délégation intéressante, celle de Grande-Bretagne, puisque le traité du Conseil de l'Europe a été signé à Londres, avec son ministre des Affaires étrangères, Ernst Bevin. C'est lui qui a proposé au Conseil de Londres que le siège soit à Strasbourg, comme symbole de la réconciliation franco-allemande, avaient dit les Britanniques. Et le président que vous ne voyez pas, qui n'est pas ce monsieur, est là en face, c'est le Belge Paul-Henri Spaak, avec la délégation néerlandaise, les Norvégiens, les Grecs, les Français, les Irlandais, les Britanniques, les Suédois et les Danois. Voilà la première assemblée. Si les étudiants strasbourgeois remplissent aujourd'hui l'aula du Palais universitaire de Strasbourg, ce fut dans ce même lieu que s'est tenue le 10 août 1949 la première assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En effet, lors des prémices de l'Union européenne, il n'y avait aucun lieu pour installer les différentes structures du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire. L'aula portant aujourd'hui le nom de Marc Bloch a ainsi été choisi pour cette première session en attendant la création d'un lieu propre au Conseil. Il y a une figure emblématique dans cette première assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill, qui siège dans la délégation du Parti conservateur britannique et qui attire pendant cette semaine de travail à Strasbourg tous les regards. Winston Churchill est invité partout pendant son séjour à Strasbourg. Il est invité à l'archevêché, il est invité à la mairie et on lui demande de prononcer au mois d'août 1949 un grand discours sur la place Kléber, et du haut du balcon de l'Aubette, il va prononcer ce discours puisque c'est le père de l'idée du Conseil de l'Europe. À Zurich, en 1946, il avait demandé la création d'un Conseil de l'Europe. Et dans ce discours, il commence le discours par ces phrases « Attention, je vais parler français ». Prenez garde, je vais parler français. Ce n'est pas contre une race, ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. C'est contre la tyrannie sous toutes ses formes, anciennes ou modernes, que nous nous dressons résolument. Et à partir de là, après cette séance, la municipalité a, à ma droite, il y a l'allée de la Roberceau, mis à la disposition du Conseil de l'Europe un terrain qui est au bout de cette allée de la Roberceau et sur lequel le Conseil de l'Europe s'est installé par la suite. Strasbourg regorge de nombreuses autres particularités. Elle est l'une des rares villes à ne pas être une capitale et à pourtant accueillir des ambassades. Ainsi, plusieurs sont représentés dans la ville: Malte, Croatie, Arménie, mais aussi le Kazakhstan. Le Conseil de l'Europe est l'un des piliers de la construction européenne.
La bâtisse actuelle a été inaugurée par le président de la République française Valéry Giscard d'Estaing au milieu des années 70. Mais l'institution tient ses travaux depuis 1949. Il compte 46 membres, dont 27 présents dans l'Union européenne. Si c'est l'une des plus grandes organisations européennes, le Conseil de l'Europe n'a cependant pas en charge les questions économiques, les questions de circulation des personnes et encore moins une vocation fédérale, puisqu'ici, tout se fait à l'unanimité. Donc l'histoire, elle se fait en quelques étapes de ce Conseil de l'Europe. Il y a une première étape jusqu'à la fin de la guerre froide où cette organisation réunit principalement les pays d'Europe de l'Ouest. Et après la chute du mur, le Conseil de l'Europe s'agrandit à l'Est. Rentrent des pays comme la Pologne, la Hongrie, la République tchécoslovaque qui va se diviser en deux. Et en fait, toutes les ex-républiques soviétiques vont rentrer au Conseil de l'Europe. La Russie elle-même entre au Conseil de l'Europe en 1996 jusqu'à son départ suite à l'invasion de l'Ukraine, puisque la charte constitutive du Conseil de l'Europe, elle ne la respecte plus, la base des valeurs de la démocratie et de la culture. Donc voilà, ce conseil est situé en face du parc de l'Orangerie et donc c'est un organisme de promotion des valeurs européennes, de la démocratie et de la culture. Une des institutions symboliques de l'Union européenne reste toutefois le Parlement européen. Présent à Bruxelles mais surtout à Strasbourg, c'est ici que se réunissent les eurodéputés lors de sessions plénières. Ce Parlement dispose de pouvoirs législatifs, budgétaires et également de contrôle politique. Au fil des années, il a connu bon nombre de mutations. D'une assemblée composée de membres nommés, il est passé à un Parlement élu, reconnu comme un acteur politique majeur de l'Union européenne. À ce jour, cette bâtisse représente quelques 450 millions de citoyens européens. Le Parlement européen s'est réuni pour la première fois dans cette ville en 1952 dans le cadre de la CECA. C'est la raison pour laquelle en 2022, il a fêté ses 70 ans. Il partageait à l'époque les locaux du Conseil de l'Europe. Et ces locaux du Conseil de l'Europe, il les a partagés jusqu'à l'ouverture de ce Parlement dans lequel nous nous trouvons, dans la cour intérieure, côté Louis Weiss, où il s'est réuni dès la fin des années 90. Et donc, depuis, toutes les grandes sessions mensuelles ont lieu dans ce cadre. Ça fait donc à peu près 25 ans qu'il se réunit dans ce lieu, malgré ses 70 ans d'existence. Pourquoi Strasbourg est devenu en 1952 siège de la première assemblée parlementaire de la Communauté européenne du charbon et de l'acier? Tout simplement parce qu'existait une assemblée parlementaire, celle du Conseil de l'Europe, et comme les États envoyaient déjà leurs délégués à Strasbourg au Conseil de l'Europe dans le cadre de cette assemblée, eh bien, on a décidé en 1952 de continuer dans les mêmes locaux que le Conseil de l'Europe la réunion des parlementaires de l'Europe communautaire, puisque la CECA est la première forme de l'Europe communautaire. Dans ces murs, on découvre de grands noms tels que Louis Weiss, Simone Veil ou encore Robert Schuman. Cet homme connu de tous a joué un rôle majeur dans la construction européenne. Il est l'un des pères fondateurs de cette union. L'année 2023 marque d'ailleurs les 70 ans de son décès. Vous êtes ici devant le médaillon commémoratif en l'honneur de Robert Schuman, à côté de moi, qui orne la paroi de l'hémicycle Robert Schuman, qui est de l'autre côté du mur derrière moi. Dans cet hémicycle se réunit un groupe parlementaire classiquement. C'est le Parti populaire européen qui réunit les députés chrétiens démocrates en général d'Europe, Robert Schuman étant lui-même de cette famille des démocrates chrétiens. Robert Schuman est célèbre dans le parcours européen pour deux raisons. La première, comme ministre des Affaires étrangères français, c'est lui qui est à l'origine de la déclaration du 9 mai 1950 qui lance la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est donc le fondateur, avec Jean Monnet et d'autres pères de l'Europe, comme Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi et l'Italien, de l'Europe communautaire. La deuxième raison qui peut expliquer
la présence de Robert Schuman ici, c'est que ça a été en 1958 le premier président du Parlement européen de l'Europe, de la CE. Et par voie de conséquence, c'est aussi quelque chose d'unique dans l'histoire, parce que c'est le seul et unique président qui a été élu par acclamation et pas par vote. C'est-à-dire que les députés se sont levés lors de la séance inaugurale en 1958 et ont proposé spontanément le nom de Robert Schuman comme président. Ces quelques 450 millions de citoyens européens sont donc représentés par 705 députés élus pour 5 ans et se réunissant une fois par mois lors de sessions plénières dans l'hémicycle Simone Veil. Dans ce Parlement, il y a parfois eu des séances mémorables. Lors, par exemple, de la visite du pape Jean-Paul II en 1988 au Parlement européen, le souverain pontife qui s'exprimait devant les députés a été interrompu par un député d'Irlande du Nord, Lord Paisley, qui l'a traité d'antéchrist. Et donc le président, qui était un Anglais, Lord Plump, l'a rappelé plusieurs fois à l'ordre, et comme il refusait d'obtempérer, on l'a sorti de l'enceinte du Parlement, ligoté sur sa chaise pour qu'il cesse ses vociférations. Ensuite, la Cour européenne des droits de l'homme, garante de la sauvegarde de ceux-ci, mais également des libertés fondamentales, elle est protégée par la Convention européenne signée en 1950 à Rome. Elle garantit ainsi le droit substantiel des citoyens européens. Le bâtiment, qui épouse le cours de Lille, a été inauguré en 1955. En s'éloignant un peu du quartier européen pour se rapprocher du centre de Strasbourg, on découvre un autre bâtiment emblématique de l'histoire européenne, le Palais Rohan, autrefois résidence de l'archevêque de Strasbourg. La bâtisse porte le nom de la ville qu'il a construit à l'époque du roi Louis XV. C'est dans un style classique français, très loin du style local de l'époque qu'il a été construit. Dès lors, au fil des siècles, ce palais a connu de nombreuses personnalités historiques, dont Marie-Antoinette, l'archiduchesse et future épouse de Louis XVI. C'est dans ce lieu qu'a été célébré le mariage par procuration. Et si ce bâtiment est déjà riche en histoire, il viendra également jouer un rôle majeur dans la construction européenne. Depuis 1945, ce bâtiment qui a été transformé en musée des Beaux-Arts pour la partie haute accueille dans sa partie basse des repas officiels, notamment ce qui est important pour l'Europe, a accueilli le dîner officiel du sommet de Strasbourg qui a eu lieu les 7 et 8 décembre 1989, juste au lendemain de la réunification allemande. Et c'est ici que le président François Mitterrand a accueilli les autres chefs d'État et de gouvernement européens pour un dîner officiel. Et ce palais sert toujours pour les dîners officiels des chefs d'État européens de passage à Strasbourg, ou alors, dernière grande occasion, il faut peut-être la mentionner ici, le sommet de l'OTAN de 2009, où le président Barack Obama et les autres chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN ont été accueillis ici par le président Sarkozy. On comprend ainsi qu'à Strasbourg se côtoient une multitude de bâtiments et d'endroits insoupçonnés ayant contribué à la construction européenne. Chaque recoin de la ville a participé à sa façon à la naissance de cette union. Il existe aujourd'hui de nombreux bâtiments annexes entièrement dédiés à l'Organisation internationale européenne. L'Agora, l'Observatoire européen de l'audiovisuel, la Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé ou encore le Centre européen de la jeunesse. La capitale alsacienne est ainsi un point central au sein de l'Europe, aussi bien historiquement que politiquement. Elle est le siège de multiples institutions européennes inhérentes au bon fonctionnement de l'organisation. Pour conclure, Strasbourg peut aujourd'hui porter fièrement son surnom de capitale de l'Europe.